Il n'y a pas de vérité là-dessus, simplement, on n'est pas dans les types de guerre tels qu'on les a connus, les types de guerre westphalienne ou clausewitzienne, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il faut vraiment s'en débarrasser. Une petite liste, pour vous dire que je ne suis pas le seul à voir ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une perception du fait que le mot guerre n'est plus adapté. Quand vous regardez le nombre d'adjectifs qu'on essaye d'accoler à la guerre pour le faire coller aujourd'hui au conflit moderne, on voit bien quelque chose qui ne va pas. Alors, vous regardez Van Crevel qui parle des guerres de basse intensité, Olsi qui parle de guerre du peuple, De Philp qui parle des guerres transnationales, Marie Kaldor qui a fait un travail sur les anciennes guerres, nouvelles guerres, qui au final nous dit, bon, l'Afghanistan c'est à moitié l'un, à moitié l'autre. Martin Shaw, les guerres dégénérées, les guerres privatisées, les guerres postmodernes de Charles Moskos, les guerres post-héroïques d'Edvard Dudvak. Bref, tout le monde sent bien que le mot guerre, ça va pas. Et qu'il faut ajouter un petit truc qui va permettre de comprendre ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Je pose la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas simplement supprimer le mot guerre et trouver autre chose. Est-ce qu'il ne faut pas simplement faire ça? Mais si on fait ça, évidemment, il va y avoir un problème, parce qu'on va avoir des répercussions, notamment en termes d'application du droit des conflits armés. Mais cela étant, je pense qu'il doit y avoir une vérification là-dessus. Quand on pense le futur, et j'arrive sur la fin, quelques informations, quelques éléments sur les drones. 10 000 drones aujourd'hui qui sont déployés par les seuls États-Unis. Tout à l'heure, on vous parlait des Salah, c'est sans compter les petits robots, parce qu'on se focalise sur les drones aériens en règle générale. Il y a tout un tas de drones, pas seulement aériens, il y a aussi tout un tas de robots qui sont développés aujourd'hui. 50 pays qui développent plus de 900 types de drones environ, parce que c'est très difficile d'avoir des données exactes, très très précises. Le Government Accountability Office a émis un rapport, donc des États-Unis a émis un rapport en 2012 qui soulignait qu'en 2011, il y avait au moins 76 pays qui possédaient des drones. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir. C'est plus Clausewitz, c'est plus le modèle westphalien, c'est plus les armées régulières qui se font face en disant je vous en prie, messieurs les Anglais, tirez les premiers. On n'est plus dans le Gentleman Agreement qui existait auparavant, on est dans quelque chose de complètement différent. Mais malgré tout, quand on y pense, on essaie toujours d'appliquer cette fameuse guerre juste avec la discrimination, avec un postulat erroné de base sur les drones, c'est que les êtres humains sont capables de discriminer plus facilement que des opérateurs de drones. Quand vous êtes sur un tas d'opérations comme l'Afghanistan ou comme l'Afrique, discriminer entre un combattant et un non-combattant, c'est tout sauf évident. Tout sauf évident. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les combattants, alors il y a des définitions des combattants dans les conventions de Genève, aujourd'hui, les combattants ne sont pas clairement identifiés. Ils ne portent pas ouvertement les armes, ils ne portent pas un uniforme, ils ne sont pas identifiables à distance, ils ne sont pas sous la couverture d'un chef responsable, comme c'est prévu par les conventions. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à des gens qui sont en civil, qui parfois sont des enfants, qui parfois sont des femmes. D'où aussi la forte question qui se pose quand on dit « Ah, on a tué des innocents ». Ok, il faudrait faire du cas par cas pour savoir qui était exactement innocent et dans quelle situation. Les guerres sans risque, Paul Kahn sur les riskless warfare, là aussi, guerre sans risque, oui, et alors? Tant mieux pour nos militaires. Je ne vois pas au nom de quoi on pourrait envoyer, en France on a des armées professionnelles, on pourrait envoyer des militaires se faire tuer juste pour faire plaisir à des gens qui imaginent qu'il faut une réciprocité en termes de risque. Je ne comprends vraiment pas la logique. C'est un peu facile de prendre des gens en uniforme, de leur dire « allez-y, c'est votre job, vous devez accepter le risque qui est inhérent à votre travail ». C'est un petit peu facile, je pense, surtout dans ce genre de conflits qui sont, encore une fois, très très complexes. Il faut procéder à la lâcheté, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. En tout cas, on a aujourd'hui une suridéalisation de la guerre, des valeurs martiales, du courage, une suridéalisation d'un certain nombre d'éléments qui ne sont plus, malheureusement, pertinents et qui font penser à certains que les drones, en tout cas l'emploi des drones, est aujourd'hui immoral, et ça, c'est quelque chose qu'il faut fondamentalement questionner. Et là, encore une fois, Jean-Baptiste en a parlé, très important. Je ne pense pas que les drones soient plus immoraux que n'importe quel autre type d'arme. Et encore une fois, il est vrai que même si ça cause des dommages collatéraux, je pense que ce serait bien pire si on n'utilisait pas ces drones de la part de certains pays qui commettent des exactions vis-à-vis de leurs propres ressortissants. Conclusion, je reprends une phrase qui a été prononcée par M. Juppé, alors ministre de la Défense française, en 2011, qui disait « Il est temps de sortir des voies ordinaires pour mener une réflexion originale audacieuse ». Il disait ça devant le Collège interarmée de défense, il disait ça aux officiers. Depuis 2011, je n'ai pas vu encore de réflexion audacieuse, à proprement parler. Donc j'espère que parmi vous, il y aura vraiment des réflexions audacieuses, qu'il y aura des réflexions non pas sur l'existant, mais sur le passé, sur la structure sur laquelle repose cet existant. Je termine en faisant un petit peu de publicité, si vous permettez.
Le Centre d'études stratégiques aérospatiales de l'armée de l'air a publié un ouvrage relativement volumineux, 700 pages, sur les drones, qui, à mon avis, est relativement intéressant. Vous avez tout un tas d'aspects techniques. Le colonel Fontaine a rédigé dedans aspects techniques, aspects légaux, aspects éthiques, bref, qui couvre une grosse palette et qui, à mon sens, peut vous apporter pas mal d'éclairage. Merci infiniment pour votre attention. C'est une question, c'est plutôt un point, c'est concernant la dernière intervention de M. Goffy. Donc, je dois vous avouer, mon cher monsieur, que vous êtes venu me chercher ce matin. Je suis un gars de l'armée de terre, fantassin, qui croit en certaines valeurs. Et puis, lorsque vous dites que notre système le droit des conflits armés est peut-être dépassé, je crois qu'il faut faire attention avec ce genre de statement, comme on dit en bon anglais, parce que ça nous prend quand même un cadre légal, un cadre moral pour mener des opérations. Vous pouvez les appeler des conflits, vous pouvez les appeler la guerre, peu importe ce que c'est. Et puis maintenant, bon oui, on est dans le transnational, on comprend ça, mais je pense que les concepts qu'on applique présentement, bien qu'ils datent peut-être au 5e siècle de notre ère, ont quand même été réellement appliqués dans les derniers 150 ans. Ça nous a pris tout ce temps-là pour en venir à un certain cadre moral, un certain cadre légal pour mener des opérations. Donc, il faut faire attention, c'est dangereux de dire que peut-être que le cadre dans lequel on n'est pas adapté, peut-être, il faut probablement le faire évoluer, mais ça nous prend un cadre pour mener des opérations. Et puis ça, je pense qu'il faut faire attention avec ce genre de choses-là. Courage. Vous avez parlé de courage physique, d'accord avec vous. Mais moi, je vais argumenter avec vous que le courage physique s'applique encore, peut-être pas de la même façon. Nous, on s'est aperçu que juste on avait des camps sécuritaires quand même à Kandahar. Juste le fait de franchir la clôture et de faire un convoi logistique, ça prenait déjà du courage physique. Et ce n'était pas nécessairement le courage physique ne s'adresse pas nécessairement dans le combat corps à corps, mais j'ai des gens qui ont pu mener des opérations sur le terrain qui ont eu besoin de ça. Que même quand on s'attaque à des groupes armés, des terroristes, il y a encore un certain élément de courage physique. Moi, j'aimerais suggérer cependant, dans le cadre des drones, que ça prend du courage moral. Donc, nos forces militaires ont encore besoin de l'élément de courage. On peut l'appeler physique, on peut l'appeler moral, parce que j'en conviens qu'à un certain moment donné, lorsque vous devez vous occuper d'une cible sur le terrain, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Vous pouvez être un bon pilote de transport, mais pas nécessairement un pilote qui est capable d'attaquer une cible, même en pilotant un drone. Donc ça prend quand même un courage moral. Donc c'est un peu c'est venu me chercher un matin votre présentation. Je suis d'accord avec vous qu'il faut faire évoluer, mais je pense qu'on doit encore garder un cadre. Il faut surtout pas présumer de l'issue non plus des conflits ou des opérations modernes, de penser qu'à l'Afghanistan, ce qui a été fait, c'est voué à l'échec. Je pense qu'il n'y a pas juste l'aspect, quand on parle des outils, il n'y a pas juste le militaire qui s'applique, mais il y a tout le cadre de comment on réétablit un système de gouvernance, comment on réétablit un système de développement. C'est sûr que le modèle occidental n'est pas nécessairement la solution. Mais, et puis on se doit, nous, je pense que les sociétés occidentales ont le devoir d'écouter les besoins des pays dans lesquels on intervient. Mais c'est faux de présumer qu'en Afghanistan, c'est probablement un échec. Donc, c'est un peu des commentaires que je voulais faire, présentation très intéressante, mais c'est venu un peu me chercher, ça, je dois vous avouer, là. Mes valeurs ont été... pas... Hein?
Mise à l'épreuve. On était attaqués. Je commence à avoir chaud. C'est intéressant, merci beaucoup. On était attaqués, c'est un endroit. En général, oui. Je comprends, et d'ailleurs ça c'est aussi un peu l'objectif, hein, d'aller chercher les gens dans leurs convictions profondes, et ça tend à démontrer ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a encore des convictions profondes, et que parfois ces convictions, malgré tout, il faut prendre du recul dessus. Sur le droit des conflits armés, il en va comme pour les Nations Unies. J'entends toujours, malheureusement, c'est mieux que s'il n'y avait rien. Mais c'est pas suffisant. C'est mieux que s'il n'y avait rien, oui, d'accord, très bien. Comme disent les anglo-saxons, so what? Quelle est l'étape suivante? Il n'y a pas d'étape suivante. Le droit des conflits armés, à mon sens, reste inadapté. Je maintiens ma position, parce que je vois que régulièrement, dans les conflits modernes, tous les pays ont tendance à le contourner quand ça les arrange et quand ils voient que ça ne fonctionne pas. Oui, il y a un cadre, oui, il est mieux que rien, indiscutablement, mais très souvent, le droit des conflits armés, on a tendance à essayer de le contourner, parce qu'on sait très bien que c'est une très très forte contrainte. Quand je discute, moi, avec des militaires de l'armée française, et j'ai aussi discuté avec des militaires de l'armée américaine, très souvent ils considèrent que le droit des conflits armés est une contrainte extrêmement lourde. Pour un militaire sur un théâtre d'opération, vous avez le droit des conflits armés, vous avez les ROE, vous avez les SOFA, vous avez le droit national, le droit du pays sur lequel vous êtes appliqué, et globalement on s'aperçoit que très souvent c'est considéré comme un frein à l'action. Alors que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, mais en tout cas c'est considéré comme ça, la perception est là, et je pense encore une fois que le droit des conflits armés, vous avez raison, il devrait être modifié, mais on sait très bien qu'il ne sera pas modifié. On sait très bien que c'est très très difficile de faire bouger une convention sur le plan international pour tout un tas de raisons. Vous n'allez pas faire modifier les conventions de Genève. C'est très difficile, Jean-Baptiste peut certainement en témoigner, de créer un document normatif encadrant l'utilisation des drones. Imaginez essayer de faire modifier des conventions qui datent de 1945. Il y a peu de chance. Les conventions déjà sont pleines d'amendements, tout le monde n'est pas d'accord sur la compréhension de ces textes, les protocoles et solutions 17 ne sont pas signés par l'ensemble des États du monde. On ne va pas faire modifier le droit des conflits armés. Ça, c'est, à mon avis, c'est une certitude, des personnes fera ça. Donc on fera des petites conventions techniques sur des points bien précis, comme c'est aujourd'hui le cas, en tout cas en termes de réflexion sur les salas, comme ça a été le cas pour les mines antipersonnelles, pour les fragmentations, mais on ne le fera pas modifier. Pour ce qui concerne le courage physique, votre exemple est un exemple, si je puis me permettre, qui est parcellaire, parce que quand vous dites que les gens étaient en Afghanistan, tous les militaires français ne sont pas en Afghanistan, tous les militaires français ne sont pas confrontés, ne sont pas sur un théâtre. Vous avez des gens qui font leur carrière entière en métropole dans un bureau. Donc je suis d'accord avec vous sur ces gens qui sont sur le théâtre, qui prennent un risque physique indiscutablement. Il n'y a pas besoin d'être au contact de l'ennemi. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le cas de tous les militaires. Et encore une fois, l'armée de terre, c'est très particulier. Chez nous aussi, l'armée de terre ont un rythme de déploiement qui n'est pas du tout celui de l'armée de l'air, qui est complètement différent. Je connais des gens, moi-même, qui n'ont jamais quitté le territoire national, qui n'ont jamais pris l'once d'un risque. Donc je parle de ces gens-là pour dire, attention, qui sont une quantité non négligeable dans l'armée française, et je pense un petit peu partout, pour dire attention de ne pas considérer le courage comme la valeur qui qualifie l'ensemble des militaires. C'était là mon propos. Et ensuite, dernier point, rétablir un système de gouvernance en Afghanistan. Encore eût-il fallu qu'il y ait eu un système de gouvernance avant qu'on arrive. Il y en avait un globalement, il y avait les talibans. Donc on aurait pu dire pourquoi on va reconstruire quelque chose qui existait. Alors on est allé là-bas pour tout un tas de raisons qui peuvent être largement discutées, mais rétablir un système de gouvernance comme on le fait nous, avec nos principes de state building, de peace building, de peacekeeping, ça ne marche pas. Ça ne marche clairement pas. Et je pense que c'est voué à l'échec malgré tout, parce qu'encore une fois, on essaye d'imposer un système occidental à un pays qui n'est pas prêt à recevoir ce genre de système. Oui, vous m'entendez? Il faudrait parler vraiment très près. Juste peut-être 2 ou 3 points sur ces questions-là. Je pense que le droit des conflits armés, je suis en désaccord avec toi. Je pense que le droit, mais en tout cas, je pense que le droit des conflits armés n'est pas périmé. Je crois qu'il évolue. Il est par définition quelque chose, un objet malléable, et il est par définition, comme le droit d'une manière générale, à la remorque des évolutions de la société. Donc il faut d'abord qu'on avance sur un certain nombre de points dans le débat public, et c'est la raison pour laquelle l'éthique est quelque part en avance, et les débats sociaux qu'on a sont importants, parce qu'ils vont faire évoluer le droit de demain. Donc c'est dans ce sens-là que ça fonctionne.
il y a des conventions régulièrement. C'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'avant de créer des grandes conventions, et là je suis d'accord, on ne va pas refaire on va pas faire une autre convention de Genève, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas y avoir des protocoles, comme on le voit sur certaines armes, et surtout ça ne veut pas dire que les interprétations ne peuvent pas changer. Par exemple, la notion de PDH, participation directe aux hostilités, elle a été introduite en 1977, les interprétations s'affinent. Et c'est la raison pour laquelle aussi je ne suis pas d'accord sur l'argument, on pourrait dire, d'ailleurs c'est sur les télévisions, on dirait c'est un sophisme historiciste. En théorie de l'argumentation, c'est comme ça qu'on appelle ça. Quand vous dites ça ne fonctionne pas parce que c'est vieux, c'est pas parce que la théorie de la guerre juste remonte à l'Antiquité qu'elle n'est pas valable aujourd'hui, parce qu'entre-temps, elle a considérablement évolué. Elle s'est considérablement affinée dans les critères. Si vous prenez les critères classiques, proportionnalité, dernier recours, bonne intention, etc., évidemment, à l'origine, c'était très très large, mais aujourd'hui, il y a des discussions très fines là-dessus, et qui répondent aux évolutions techniques. Il y a de l'éthique de la dissuasion nucléaire, il n'y avait pas ça à l'Antiquité. Il y a de l'éthique de la cyberguerre, idem. Sur la lutte contre le terrorisme aussi. Les théoriciens contemporains de la Just War Theory, comme Walzer ou McMahon, etc., c'est pas Saint-Augustin ou Saint-Ambroise. Donc il y a quand même une évolution, un affinage. Donc que ce soit dans le domaine du droit ou dans le domaine de l'éthique, je crois que les choses s'affinent progressivement. Évidemment, c'est toujours insuffisant, mais de là à jeter le bébé avec l'eau du bain et dire que le cadre est plus adapté, je suis pas d'accord là-dessus. J'avais des points sur la déclaration de guerre, etc., puisque tu m'as invité à répondre là-dessus, mais la déclaration de guerre, en fait, ça date, c'est une exigence qui date de 1907, la conférence de La Haye 1907, qui n'a jamais été opératoire. C'est-à-dire, ça n'a jamais été respecté. Et ce n'est pas aujourd'hui un critère qui est un critère fidèle pour dire qu'il y a un état de guerre ou pas. Absolument pas. Par exemple, la France n'a pas déclaré la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut dire que la France n'a pas fait la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale? En réalité, guerre est un mot. Guerre est un mot, c'est la raison pour laquelle en droit on ne parle pas de guerre, on parle de conflit armé. Guerre est un mot et qui, pour des raisons politiques, est utilisé ou pas. Quand on choisit d'utiliser guerre ou quand on choisit d'utiliser intervention, qui est un néologisme qui a été créé au XIXe siècle, précisément pour ne pas parler de guerre, c'est pour des questions de communication politique. Donc intervention, c'est bref, c'est rapide, c'est le modèle chirurgical. C'est fait pour sauver, alors que la guerre, c'est plus lourd. Donc par exemple, quand François Hollande parle du Mali, il peut très bien varier d'un vocable à l'autre. Il peut dire dans un discours, c'est une intervention, pour insister sur le fait que ça va être court, qu'on est là pour sauver, qu'on est là pour protéger, etc. Dans un autre, il va insister sur guerre pour dire, attention, c'est sérieux. Donc tout ça, c'est la communication politique, je crois qu'il ne faut pas y accorder trop d'importance. Et c'est pas parce qu'on se débarrasse du mot guerre que ça va nécessairement affecter le droit, puisque le droit ne parle pas de guerre. Le droit parle de conflit armé, et il y a des définitions qui sont relativement fonctionnelles, à mon avis, de conflit armé. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est dans la zone grise entre conflit armé ou pas conflit armé. Les zones comme Pakistan, Yémen, Somalie, etc. Sont des vrais défis à ça. Donc c'est sûr que les lignes sont floues et que le droit doit évoluer, mais d'une manière générale, je pense qu'il tente de faire cet effort. Le travail qu'on fait notamment à San Remo, à l'Institut international du droit humanitaire, est fait pour ça. Il est fait pour faire évoluer le VIH. Voilà, c'était juste quelques points. Merci pour ces deux exposés. Dans le débat, en particulier aux États-Unis, sur à la fois la légalité, la moralité du recours aux opérations menées par des drones, plutôt qu'aux drones eux-mêmes, aux opérations menées par des drones, la question de l'imminence est absolument centrale. Et le débat, comme vous l'avez, Jean-Baptiste, bien mentionné, le débat implique aussi des allers-retours entre ce que l'on considère comme imminent dans des opérations de conflit armé et ce que l'on en dit dans les opérations policières. C'est peut-être là un lieu, si on veut, ou un concept qui justement va être appelé à évoluer avec le droit. J'aurais aimé vous entendre un peu plus là-dessus, l'un et ou l'autre, c'est-à-dire est-ce que vous croyez que le concept doit être conservé d'imminence? Et si oui, il y a lieu de l'adapter à la nouvelle réalité, et si oui, à partir de quelle considération ou de quel paramètre? C'est toute la question qui se pose d'ailleurs pas seulement pour les questions des frappes de drones,
mais aussi d'une manière générale, on l'a bien vu à partir de la stratégie de sécurité nationale américaine de 2002 pour la notion de guerre préventive. Vous savez qu'il y a cette distinction entre le préventif et le préemptif. La guerre préventive, c'est une guerre que vous faites parce qu'à relativement long terme, ça peut être plusieurs années, vous anticipez que votre adversaire va vous menacer, ou va, et ça c'est encore plus contesté, ou va acquérir une puissance telle que ça va renverser la balance of power que vous avez avec lui. Et dans l'Antiquité, et même au courant de la guerre juste depuis 2000 ans, certains ont justifié ça, mais la plupart des auteurs ont considéré que la guerre préventive, c'était pas bien. En revanche, la guerre préemptive, qui est une réaction à une attaque imminente, cette fois est unanimement considérée comme étant acceptable, alors avec différentes variations, mais la différence entre les deux, c'est bien l'imminence de l'attaque. Et donc, tout l'enjeu est de savoir comment définir cette imminence, qui n'est pas une définition consensuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là où Bush avait un point, on pourrait dire, là où il faut lui reconnaître quelque chose, c'est quand il dit la menace a évolué. C'est-à-dire qu'avant, une menace imminente, on pouvait la voir venir en plusieurs mois ou plusieurs semaines. Une menace imminente, c'était des troupes qui se massaient à votre frontière. C'est pas du jour au lendemain, et on s'en rend compte. À l'époque du terrorisme global, une menace imminente, elle est clandestine, elle est souterraine, et vous vous en apercevez souvent trop tard quand vous êtes frappé. Donc, est-ce qu'on peut avoir la même notion d'imminence qui, en général, inclut un début d'exécution? En droit, on aime réfléchir comme ça, donc on va dire il faut au moins montrer qu'il y a un début d'exécution. Mais si l'exécution est tellement courte que, ou si vous n'avez pas accès au début d'exécution parce que c'est clandestin, c'est fait par un groupe de quelques personnes seulement, qu'est-ce qui se passe? Il y a Rosenow qui disait dans 1990, il y avait ce concept de révolution des capacités individuelles. Aujourd'hui, ce qui est frappant dans les relations internationales, c'est qu'un petit groupe d'individus ont un impact majeur, peuvent avoir un impact majeur. En septembre, Snowden, même Daesh qui descend sur Mossoul, ils étaient très peu nombreux. Leur utilisation des médias aussi. Pourquoi? Grâce aux technologies de l'information et de la communication. Tout ça est lié à l'évolution technologique. Et donc, ça veut dire que si très peu de monde peuvent avoir un impact majeur, très peu de monde, ça veut dire aussi qu'ils sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus discrets. Donc, si c'est eux la menace, comment considérer qu'elle est imminente? On ne peut pas avoir les critères habituels qui sont ceux de la doctrine Webster qui a été fait dans le Caroline Case au XIXe siècle, où on disait, c'est ça qui codifie en général la doctrine de la préemption, mais ça c'est pas applicable aujourd'hui. Donc oui, il y a une vraie réflexion à avoir. Il y a quelques articles, malheureusement pas assez, mais c'est un vrai, je dirais, angle mort en réalité. Il y aurait un livre à écrire entier sur l'imminence. C'est un bon sujet de thèse, trouver un étudiant à HEI pour faire ça. Si vous me permettez, peut-être deux remarques rapides en attendant l'arrivée du micro, je vais commencer. Ah, merci. Deux remarques rapides. Premièrement, je suis le colonel Fortin, commandant d'un groupe brigade de 4500 soldats à Valcartier. Je voudrais vous dire que j'abonde dans le même sens que mon patron. Ça prend pas du courage pour dire ça. Et ça ne devrait pas être signe qu'on a une pensée commune. On a quand même une certaine liberté d'action et de pensée au sein des forces canadiennes. D'ailleurs, je vous dirais à ce sujet que la grande majorité de nos lieutenants-colonels et plus possèdent au moins une maîtrise qui a été enseignée au sein de nos institutions au Canada ou à l'étranger. Et ils ont eu l'opportunité de partager et d'apprendre les plus grands au Canada et ailleurs. J'aimerais seulement, j'ai trouvé très intéressant la discussion sur le courage, mais j'aimerais faire état que les forces armées canadiennes, comme d'autres forces militaires, ce n'est pas une force homogène. Ce n'est pas une force homogène parce que davantage de rôles doivent être attribués à des personnes qui ont besoin d'une grande compétence qui est acquise sur plusieurs années, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine des affaires publiques, que ce soit des domaines techniques. Et donc, il y a de plus en plus de civils qui font partie des forces militaires, des forces de défense de plusieurs pays, parce que c'est notre grande force d'avoir des militaires qui ont la responsabilité illimitée dans les opérations, supportés par une très forte équipe de civils, des professionnels de la défense qui sont capables de les appuyer dans toutes sortes de choses. Vous savez, on parle d'utilisation des drones, mais on pourrait également parler de la notion de courage lorsqu'on parle de l'espace et de l'utilisation de l'espace dans les combats de demain et dans le cyberespace. Alors, je pense qu'il faut faire attention pour ne pas avoir une vision trop étroite
de ce qui peut seulement être fait par des gens en uniforme qui vont risquer de mettre leur vie en danger pour entraîner d'autres forces, pour amener le tir des armes, que ce soit des drones, que ce soit des avions pilotés, sur des positions ennemies, ou que ce soit simplement pour aller aider des gens dans le besoin et risquer leur vie pour le faire. Merci. La dernière question, parce qu'il est déjà 10h29, donc je prends... Oui, une dernière, oui, ok. Vous m'entendez bien? Oui. Merci pour votre présentation d'abord. Ma question s'adresse au premier intervenant sur la question de la prolifération des drones. Si les drones étaient amenés à être possédés par des groupes terroristes, qu'est-ce que, par rapport à, par exemple, les prospectives qui peuvent être faites sur la possession des armes nucléaires par les groupes terroristes, par rapport aux drones, ce type d'armes nouvelles? Alors la question de la prolifération, il faut effectivement la distinguer en deux sous-parties. Il y a la prolifération étatique, on l'évoquait tout à l'heure, la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, etc. Là, la grande question, c'est est-ce qu'ils vont utiliser les drones pour faire des frappes ciblées comme les Américains? Par exemple, on travaille sur des scénarios où les Chinois sont tentés de faire la même chose contre les Ouïghours, y compris au Kazakhstan, les Russes dans le Caucase, les Turcs dans le Kurdistan et les Indiens au Cachemire. C'est les 4 scénarios, grosso modo, qu'on a. Donc ça, c'est la prolifération étatique. Ça, c'est vrai que c'est problématique. Mais ce qui me semble plus dangereux, c'est, comme vous dites, la prolifération non étatique. Les groupes terroristes ont déjà des drones, depuis longtemps en fait. Le Hezbollah, par exemple, a des drones Ababil iraniens depuis 2006, une douzaine. Israël en a détruit déjà une grande partie, parce que bon, c'est pas des drones très perfectionnés. Ils ont déjà des drones, et qui sont des drones relativement simples, et qui sont pas des mâles, qui sont pas du tout, c'est pas du tout le Reaper ou le Predator, etc. Donc de là à ce que ces groupes puissent posséder ce genre de matériel, je pense qu'il y a déjà un pas qui doit être franchi et qui ne sera pas franchi tout de suite. Ensuite, le risque, c'est la miniaturisation. C'est-à-dire que nous, on considère que les drones armés, c'est uniquement les mâles, donc les grands, mais les Israéliens, par exemple, ont des drones armés tactiques qui sont plus petits, ils ont un territoire national aussi qui est plus petit, et la tendance va à la miniaturisation aussi. Donc on va avoir à l'avenir des drones qui seront de plus en plus petits, y compris des drones potentiellement armés de plus en plus petits, ou des drones qui ne sont pas faits pour ça, mais dont les capacités peuvent être améliorées pour transporter des charges sales, donc qui présentent un risque chimique, biologique, radioactif, etc. Donc lié à la question nucléaire, c'est tout à fait envisageable d'avoir pas une bombe nucléaire en tant que telle, mais en tout cas du matériel radioactif qui peut être transporté dans des drones qui sont aménagés. Et qu'est-ce qu'on fait pour utiliser ça? Pour contrer ça, je pense que Guillaume en parlera peut-être cet après-midi, comment est-ce qu'on fait pour contrer les menaces liées aux drones. On en parlait hier pendant le dîner. Mais quand on se souvient qu'il y a quelques semaines, enfin non, c'était l'année dernière, c'était il y a longtemps, quelqu'un a balancé un drone au pied d'Angela Merkel en Allemagne lors d'un débat, un petit drone inoffensif, hein, mais s'il avait été modifié ce drone, et s'il contenait une charge explosive quelconque, ça aurait pu avoir un impact considérable. Y compris au moment des manifestations Charlie Hebdo à Paris, vous aviez tous les chefs d'État et Netanyahou qui étaient tous au même endroit, cible formidable. Donc là, c'est un risque extrêmement sérieux qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Mais bon, on a plusieurs services dans plusieurs ministères, bien sûr, qui travaillent sur les manières de contrer ce genre de menaces, mais c'est pas simple du tout. Nous allons devoir malheureusement mettre fin à la discussion. Je souhaiterais maintenant donner la parole au recteur de l'Université Laval. Oui, merci d'avoir voulu prendre un peu de votre temps pour venir nous rencontrer ce matin, monsieur le recteur. Alors, merci bien, merci de l'invitation. Je peux vous dire que c'est très impressionnant de voir le nombre de personnes. Je parlais à Louis tantôt. Il m'a dit qu'on est obligé presque de refuser du monde. Alors, l'an prochain, on devrait faire ça au PEPS. Il y a de la place au PEPS, alors on pourrait faire ça là. Mais ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a le niveau d'intérêt pour l'événement. C'est vraiment
tout à votre honneur, tous et chacun d'entre vous, et certainement, ça rejaillit à l'honneur de l'Université Laval et surtout aux études internationales. Alors, Monsieur le Président de l'Institut militaire de Québec, Monsieur Lecamp, merci beaucoup, merci de l'invitation. Chers militaires, chers collègues et chers étudiants, naturellement, vous savez que c'est notre raison d'être, les étudiants et les étudiantes, alors je le mentionne presque à chaque fois que je prends la parole. Distingués invités, moi je suis persuadé, là, je vois un peu l'ampleur, je suis persuadé que votre journée est riche certainement d'échanges et d'enseignements. Et je suis très fier, et ça c'est une fierté là, que je partage avec plusieurs de mes collègues. Je suis très fier que l'Université Laval soit l'hôte de cette rencontre internationale Université Défense de Québec. Je souhaite la plus chaleureuse des bienvenues aux officiers des 3 armées, ainsi qu'à tous les conférenciers venus d'Europe, des États-Unis ou du Canada. Je tiens à saluer de façon particulière celui qui est à l'origine de cette journée annuelle d'études, le président, et j'ai nommé le président de l'Institut militaire de Québec, M. René Lecamp. Il a créé ces rencontres dans le but de permettre aux officiers de débattre autour d'enjeux stratégiques à l'extérieur de l'enceinte militaire. Si le général Lecamp a choisi l'Université Laval comme lieu de débat, c'est parce qu'il connaissait déjà notre grand intérêt pour les questions de sécurité internationale, domaine d'excellence à l'Université Laval depuis plus de 40 ans. Cela nous a amené à développer d'excellentes relations avec les forces armées canadiennes, notamment par l'entremise de l'Institut des hautes études internationales, dont je salue le directeur Louis Bélanger, qui est assis à côté de moi. Mais tu peux te lever quand même. Être reconnu. Alors, oui, félicitations. Nos relations aussi se renforcent continuellement depuis 2010 dans le cadre de ces rencontres telles que celle d'aujourd'hui, qui offrent aux militaires et aux universitaires une occasion unique de partager points de vue et expertise sur les grands enjeux de l'art en matière de sécurité internationale. Ces rencontres sont également irremplaçables pour nos étudiants car elles leur permettent de mieux saisir les missions des armées, des forces armées et les enjeux de sécurité internationale qui ne sont jamais simples. Et s'il y a un sujet complexe aujourd'hui, c'est bien celui des drones, comme on vient d'entendre, mais je suis sûr que vous allez nous attendre un peu plus sur le sujet, qui constitue le cœur de cette 6e rencontre internationale Université Défense. Je remercie l'Institut militaire de Québec et le Centre de sécurité internationale de l'Université Laval qui ont assuré l'organisation de cette 6e rencontre avec un très grand succès qui est évident. Alors, le Centre sur la sécurité internationale est l'héritier du programme Paix et sécurité internationale de l'Institut des hautes études internationales. Entre 1994 et 2014, ce programme a permis de développer des études sur la sécurité internationale au sein des hautes études internationales. Et je tiens à saluer chaleureusement celui qui a assuré le succès de ce programme, le professeur Jonathan Paquin, très chaleureusement. Il a également assuré sa conversion en centre de recherche et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Je remercie également Mme Aurélie Campana, titulaire de la chaire de recherche sur les conflits et le terrorisme et directrice par intérim du Centre sur la sécurité internationale, qui s'est grandement impliquée. Elle s'est grandement impliquée dans l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui. Elle a joué aussi un rôle déterminant dans la création d'un 4e volet à la maîtrise en études internationales à l'Université Laval, volet qui porte sur la sécurité internationale et qui sera offert dès l'automne prochain. La création de cette maîtrise en sécurité internationale répond à la fois aux demandes et aux attentes des étudiants et aux avancées de la recherche qui a mis en lumière la diversité des acteurs impliqués dans les conflits internationaux. La recherche permet également d'observer l'évolution des menaces et des phénomènes susceptibles d'engendrer des conflits et donc de préparer de futurs experts en sécurité internationale, aguerris et responsables, ce qui fait partie de notre mission. On a la partie recherche, on a la partie aussi formation pour la relève. Ceux et celles qui parmi vous
souhaiteraient profiter des prochains mois pour continuer de développer leur connaissance seront sans doute heureux d'apprendre que l'Institut des hautes études internationales offre 3 écoles d'été sur les enjeux d'actualité. D'abord, une école d'été sur la sécurité alimentaire, ici à Québec, une sur la géopolitique des ressources naturelles qui se tiendra à Calgary, et une école d'été sur les conflits et interventions internationales à Bordeaux, en France. Alors, ce sont des formations intensives qui permettent aux participants de rencontrer des experts de renommée internationale et de profiter de leurs connaissances et expertise pour mieux saisir les enjeux de sécurité internationale. Enfin, je souhaite longue vie, et c'est évident, à ces rencontres internationales uniques en Amérique du Nord par leur dimension francophone et leur approche spécifique envers les jeunes officiers et les étudiants. Je vous souhaite une très très bonne rencontre, bonne continuation et bonne fin de journée à vous tous. Donc, c'est un grand plaisir de vous présenter les 2 intervenants de cette deuxième partie de la matinée. Maître Claude Laferrière, d'abord, va nous parler des aspects juridiques du commandement des drones, au travers l'exemple des États-Unis. Puis, le capitaine de corvette Véry nous présentera les aspects juridiques sur l'usage des drones lors de conflits armés. Alors, avant de laisser la parole à Maître Laferrière, j'aimerais rappeler que M. Laferrière a suivi un cours d'officier au sein des forces armées canadiennes, qu'il détient un baccalauréat et une maîtrise à la fois en droit et en philosophie, qu'il a également effectué une maîtrise en droit international en sécurité nationale au Georgetown University Law Center de Washington, et qu'il a publié en particulier un ouvrage qui s'intitule « 5 Essays on USA National Security Law ». Maître Laferrière a publié de nombreux articles sur le crime organisé et notamment en droit comparé au Canada et aux États-Unis. Vous avez la parole pour 30 minutes. Merci, madame. D'abord, je tiens à remercier l'Institut militaire de Québec pour me donner l'occasion de prendre la parole aujourd'hui devant vous, et en particulier le général René Lequin et tous et toutes, chacun de vous qui portez l'uniforme pour le Canada. Donc, le modèle américain pose pour nous un défi. Et dans un ouvrage que je suis à rédiger, je suis parvenu à concocter un organigramme original que vous trouverez nulle part sur Google et qui résume, je pense, l'univers informationnel qui tourne autour du président. Et de façon très précise, vous avez à droite du mot président, vous avez IC qui est sous le président, ce que j'appelle les instances consultatives. Ces instances sont à droite le PIAB, EOP, IOP, SNC. En fait, vous pouvez lire comme moi. Ce sont des acronymes. Les Américains sont très portés sur les acronymes. Le President Intelligence Advisory Board, National Security Advisor, Executive Office of the President, Intelligence Oversight Board, National Security Council. Ce sont des instances consultatives qui parlent directement au Commander-in-Chief, au président. Ils sont composés souvent des gens du milieu de l'industrie, du milieu académique, du milieu universitaire, et des bénévoles. Fondamentalement, la plupart sont des bénévoles consultés à l'occasion et non pas à partir d'un agenda ou d'un horaire précis. Tantôt je m'étais trompé, c'est plutôt à votre droite,
Bon, maintenant, à gauche, si vous allez à gauche, vous avez le DNI et le DCIA. Bon, le DNI, bon, on parle ici de James Clapper, DCIA, le directeur de la CIA, John Brennan, et la NSA, qui a aussi son directeur, qui est un ancien militaire, dont là j'ai un plan. Je vais vous laisser de chercher ce gros. Donc, ce sont ces personnages qui jouent un rôle d'information auprès du président au titre de Commander-in-Chief. Quelques nuances juridiques. La NSA a été créée en vertu d'un ordre exécutif. L'ordre exécutif 12333, dans la foulée du National Security Act, mais qui est distinct. Donc, qui n'est pas une loi du Congrès. C'est très important. Contrairement à la loi de la CIA, qui, elle, est directement rattachée au National Security Act de 1947, qui est une loi du Congrès.